Bonjour, il y a des élections législatives en Italie le 4 mars prochain et tout laisse penser que le paysage politique est en train de se droitiser. Alors à Mediapart, on a voulu mettre en avant deux expériences politiques nouvelles qui sont créées à la gauche du Parti démocrate, le parti de Matteo Renzi. Ces expériences cherchent toutes les deux à réveiller la gauche italienne et on va essayer de comprendre quelles sont leurs dynamiques. Sarah Prestiani, bonjour. Bonjour. Vous êtes une activiste sur les questions migratoires. Vous êtes membre notamment d'Arci, une association italienne, mais vous travaillez aussi pour un réseau européen d'aide aux migrants qui s'appelle Migre-Europe. Et vous avez décidé de franchir le pas, de devenir candidate aux législatives pour les Italiens de l'étranger, sous la bannière d'une coalition qui s'appelle Libre et Égaux. Pour débattre avec vous, Luca Di Mauro, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historien, vous enseignez à l'université d'Aix-Marseille et vous participez à ce débat en tant que membre de Potere al Popolo, donc le pouvoir au peuple. Alors c'est une plateforme qui est née en décembre dernier à l'initiative d'un centre social de Naples et qui agglutine des activistes venus de différents horizons, on va en parler. Alors dans les sondages vous êtes encore assez confidentiel, mais il se trouve que vous avez reçu un soutien de poids en France puisqu'il s'agit de Jean-Luc Mélenchon. C'est ça. On va en reparler. Alors merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Pour m'aider à vous interviewer, Amélie Poinceau. Bonjour. Bonjour, tu es journaliste à Mediapart et tu te prépares en plus à partir en reportage à Gênes. Donc c'est un long reportage qu'on va bientôt publier juste avant les élections italiennes. Et on ne sera pas trop de deux pour essayer de comprendre où en sont les gauches italiennes. Alors première question, Sarah Prestiani, Oui. le Parti démocrate qui a gagné les élections de 2013, qui est au pouvoir, alors ça a changé, mais donc ils sont au pouvoir depuis 2013. Comment vous expliquez que finalement le parti se soit un peu affaissé et qu'il n'y ait plus de dynamique à gauche pour l'instant ? Je pense que l'analyse doit partir de ces 5 ans où les partis démocrates, tout en coalition avec un parti de la droite, étaient au pouvoir et qui finalement enchaînaient toute une série de décisions législatives qui déplacent complètement les projets politiques, je dirais, vers les centres, voire vers la droite. J'en cite certains parce que je pense qu'ils sont assez évocatifs dans les domaines de la migration. Je pense que l'Italie a des relations avec la Libye depuis nombreuses années, mais les points de transitivité qu'on a rejoints avec un accord avec les milices libyens et qui mènent aujourd'hui à une augmentation exponentielle du nombre de morts dans la Méditerranée, ce n'est une preuve. Mais aussi dans d'autres secteurs, je pense au secteur du travail, les Job Act, avec l'élimination de l'article 18, qui est une forme de garantie aussi pour le licenciement, vraiment montre cette dérive qui aujourd'hui se concrétise aussi dans la présentation des listes pour ces élections, avec des personnes qui viennent directement de la droite ou qui sont quand même marqués par un parcours qui nous ne pouvons pas définir des gauches. Donc je pense que voilà, ça c'est un peu les contextes dans lesquels nous inscrivons cette dérive et qui a mené beaucoup des parlementaires à sortir du Parti démocrate. Question donc droit du travail, les migrants, sur ces erreurs-là, vous êtes d'accord, vous, Luca Di Mauro, sur le... Absolument, je suis absolument d'accord avec l'analyse de Sarah. En plus, je dois ajouter un autre facteur. Matteo Renzi a cherché en décembre de l'année dernière de changer la Constitution en sens autoritaire en bouleversant l'architrave constitutionnelle, l'architecture constitutionnelle qui était fondée en 1947. Il a cherché le défi avec toutes les autres forces du pays en appelant un référendum pour cette modification constitutionnelle qu'il a perdu. Mais je crois que c'est cette tentative de modifier la constitution du pays qui c'est vraiment le marque qui démontre combien le Parti démocrate est désormais un parti ultralibéral de droite. Et d'ailleurs, sur l'autoritarisme de Renzi, il a été contesté là, après la constitution des listes dont vous parliez, sur le fait qu'il a choisi beaucoup de ses proches pour la constitution aussi du Parti démocrate. Mais ça nous laisse un peu entendre cette volonté en quelque façon de changer les partis
en vue, je pense, en alignation plutôt, si on peut faire une comparaison française avec un parti tel que celui de Macron, et qui, en quelque façon, permet de ne pas avoir d'opposition. Et donc, c'est vraiment avec ses proches, ceux qui ont été lui fidèles, qui a construit cette liste du Parti démocrate. Alors, on aimerait savoir, puisque vous êtes issu donc, de deux coalitions qui rassemblent différents partis ou différentes organisations à gauche, un petit peu, est-ce que vous pouvez nous dire, l'un et l'autre, qui vous rassemblez? Alors peut-être on commence avec vous, Luca. Quels sont les partis qui composent Potere al Popolo? Alors, je pourrais dire que Potere al Popolo est un archipel de nombreux sujets politiques. Je ne veux pas vous faire la liste. Je peux dire que Potere al Popolo naît d'un constat que l'électeur italien allait se trouver dans le bulletin trois droites. Une droite fasciste traditionnelle, celle de la Ligue du Nord. Une droite poujadiste qui est celle du mouvement de 5 étoiles, et une droite technocrate et ultralibérale qui est le Parti démocratique. Et même ceux qui ambitionnaient à occuper les bancs gauche du Parlement n'avaient pas la possibilité ni la volonté de représenter tout un monde d'associations, de travailleurs, de précaires, de jeunes étudiants et chercheurs, et de militants qui pourtant existent en Italie et cherchaient une représentance. Potere al Popolo a l'ambition d'être l'autoreprésentation de tout ce monde. Après, pour l'histoire événementielle, Potere al Popolo naît d'un appel lancé par un centre social occupé, autogéré de Naples, qui s'appelle Isopaz, qui a justement lancé un appel à toutes les réalités militantes pour créer une subjectivité politique capable de présenter l'offre d'une alternative radicale à gauche et alternative au système qui, en tant que vision du pays, ne diffère pas forcément entre les grands sujets qui se partagent l'échiquier politique du pays. D'accord, donc un parti plutôt issu des mouvements activistes, mais quand même aussi avec un certain nombre d'anciens de Rifondazione Comunista, qui est une émanation elle-même de l'ancien Parti communiste italien. Absolument, les héritiers du Parti communiste italien, ceux qui revendiquent cet héritage, parce que évidemment aujourd'hui sont des sujets bien plus petits, Rifondazione ainsi que le Parti communiste italien, ont adhéré à l'appel de Potere al Popolo. Évidemment, ça mélange des individus qui ont une histoire militante fort différente. Mais il est bien de dire que le communisme institutionnel italien était carrément en retraite. Et donc, je pense que les deux partis ont eu tout l'intérêt à aller voir ce qu'il y avait de nouveau et de vital dans cet appel. Sarah. Et pour ce qui concerne Liberi Uguali, c'est effectivement en gros une coalition qui vient d'une partie sinistre italienne, donc de la gauche italienne classique, disons, à laquelle se sont joints aussi des personnes sortant du Parti démocratique en différentes phases des sorties. Donc en première phase, par exemple, Possibile de Pippo Civati, c'est en première sortie du Parti démocrate, et puis un plus récent, qui d'ailleurs, dans ces groupes de sortants, donc MDP, il y a aussi se sont joints aussi les présidents du Sénat, Pietro Grasso, et la présidente de la Chambre des députés, Laura Boldrini. Donc effectivement, là aussi, une satellite de gauche différents, avec une prise de conscience réelle de la dérive du Parti démocrate et une volonté de reconstruire quelque chose ensemble, avec un background bien sûr différent. Dans les fils des Liberi Uguali, il y a aussi des personnes qui représentent la société civile, et donc des figures plus transversales qui sont fortement liées à des thématiques qui vont être mises au corps du projet, comme la question écologique, comme aussi la question des migrants, la question du travail. Donc voilà, c'est cette multiplicité des réalités qui sont unies ensemble dans une idée, un projet de reconstruction de la gauche italienne. Alors, vu de l'extérieur, on se demande finalement pourquoi vous n'êtes pas ensemble, pourquoi vous n'êtes pas unis, vos deux. On a l'impression que la gauche italienne, c'est quand même une histoire de scission successive, hein, avec des grandes difficultés à émettre des candidatures communes. Et là, de nouveau, on a l'impression que voilà, il y a deux pôles qui n'ont pas réussi à s'unir pour cette élection.
Qu'est-ce qui vous divise ou qu'est-ce qui vous sépare finalement, fondamentalement, entre l'un et l'autre? Oui. Alors en fait, cette fois-ci, je crois que les positions sont en réalité vraiment différentes. Une tentative d'union plus générale de tout ce qui était à gauche du Parti démocrate avant les dernières sorties, on va dire, avait été faite par des membres de la société civile au printemps dernier, au Théâtre Brancaccio de Rome. Et justement, Sinistra Italiana y avait participé avec les partis communistes et même les activistes napolitains du centre social Isopaz s'y étaient présentés. Mais en fait, cette tentative, comme MDP, donc le parti de Massimo D'Alema, y était rentré dedans, s'est tout de suite tourné vers une opération absolument politique et les militants n'ont même pas eu droit à la parole et surtout, donc on va dire que la partie gauche de ce projet l'a abandonné en voyant qu'il n'y avait aucun espace politique, surtout parce que la première et grande critique qu'on avait fait au processus du Brancaccio était le personnel politique qui était dedans, qui est directement responsable de la situation italienne et européenne qu'on vit maintenant. Donc il ne pouvait pas, au niveau non seulement symbolique, mais au niveau de propositions individuelles, représenter un tournant, une discontinuité. Là-dessus, juste sur la réponse sur le renouvellement du personnel politique et le fait qu'il y a beaucoup d'anciennes figures du Parti démocrate, vous avez parlé d'Alema, etc., qui sont dans Liberego. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus? Après, je pense qu'il y a cette tentative de création d'une gauche et donc s'il y a des personnes qui ont fait un parcours et sont réalisées que ce parcours a eu une déviation qui ne correspond pas à leur imagination politique ou leur projet politique, du coup je pense que c'est bien plutôt qu'ils sortent ou qui sont là, qui restent et qui donc suivent cette dérive. Bien sûr ça donne avis à une complexité, mais la politique est complexe, donc je pense que les deux choses vont ensemble. Après sur certaines thématiques, je pense qu'il y a une conjonction des points communs. Peut-être là-dessus, par exemple, sur les migrants. Par exemple, vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Est-ce qu'on peut voir si vous défendez plus ou moins la même chose? Qu'est-ce que vous dites sur les migrants, par exemple, Sarah Pressiani? L'idée, c'est vraiment de pouvoir changer cette dérive qui était mise en place par les gouvernements de Renzi. Je pense à cette logique du refoulement, à cette logique des accords internationaux et regarder l'accueil en Italie partant de ce qui est la base aussi de l'accueil dans la Constitution, donc avec un parcours d'intégration, en sortant de l'idée surréelle. Nous sommes un pays qui vit des débarquements sur ses côtes depuis les années 90 et nous sommes toujours dans une gestion émergentielle et d'urgence de l'accueil. Donc, retourner à un système structuré d'accueil qui est les premiers pas vers un procès d'intégration. Après, je pense que cette question-là, et je tiens vraiment, c'est aussi la déstructuration du populisme autour de cette question. Je dis toujours, parce que je suis candidate de l'italien de l'étranger, mais nous avons un solde négatif. Donc, il y a beaucoup plus d'Italiens qui partent à l'étranger plutôt que des migrants qui arrivent en Italie. Nos télévisions sont absolument offusquées par une logique, une rhétorique de l'invasion qui explose surtout dans certains moments sur des cas d'actualité, mais qui est constante et qui, de quelque façon, oublie de se demander pourquoi il y a 300 000 personnes qui quittent l'Italie de façon quotidienne, des différentes générations, des différentes couches sociales, pour différentes raisons, mais qui sont strictement liées à la politique nationale du travail, de l'instruction, de la santé. Donc, c'est vraiment essayer de regarder large et étant spécialiste d'immigration et travaillant ici en Europe et étant candidate pour les Italiens d'étranger, c'est vraiment faire ces croisements. Pourquoi il y a autant de personnes qui partent et comment on peut, de quelque façon, changer ces situations pour que les départs soient un libre choix et pas une obligation. Et aussi les mettre en perspective avec cette logique de l'invasion qui caractérise les discours aujourd'hui autour de la question de la migration. On disait juste avant de commencer l'émission, votre slogan c'est droit sans frontières, c'est ça? Mon slogan personnel c'est Diritti senza frontiere, donc droit sans frontières, parce que je revendique l'application des droits aux Italiens en Italie, aux Italiens en Europe et aux étrangers qui sont présents aujourd'hui en Italie. Luca, peut-être sur la question des migrants. Alors là, vous me mettez dans une situation plutôt difficile parce que je suis complètement d'accord avec mon interlocutrice.
mais les deux, on n'est pas d'accord avec Pietro Grasso, le leader de Libre Ego. Alors l'ancien président du Sénat. L'ancien président du Sénat, qui, pas plus tard que dimanche, dans une émission de TV en Italie, a dit qu'il est d'accord substantiellement avec le projet de Minniti, avec des centres de tri en Libye, pourvu qu'il y ait un représentant de l'ONU à regarder qu'aucune violation des droits humains ne se passe dans ces centres de tri. Alors là, on voit vraiment la différence, parce que je suis absolument d'accord avec vous sur la nécessité d'arrêter de considérer cela comme une émergence, de commencer à considérer la mer Méditerranée d'abord comme un espace commun, plus que comme une frontière. Et même sur la politique étrangère, je suis d'accord avec vous, à commencer à se considérer une Europe méditerranéenne qui regarde aussi et surtout vers le sud. Je ne sais pas combien les dirigeants de la coalition dont vous êtes représentante sont d'accord avec ce qu'on se dit ici. Juste, je permets pour rebondir dans mon sens, quand on parle de mettre au centre la question du sauvetage, ça Libero Uguali l'a répété plusieurs fois, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on est d'accord avec la logique des Minniti, qui absolument s'est retiré complètement. Minniti, pardon, c'est le ministre de l'Intérieur italien, qui se caractérise par une politique absolument de droite sur la question de la migration. Et quand on parle, chose que Libero Uguali fait, de mettre les sauvetages au cœur, aujourd'hui, il faut rappeler qu'il y a une vie dans la Méditerranée, les ONG fatiguent à être présents, il y a une surpuissance des Libyens entraînée par les Européens, et Frontex se retire. Nouvelle d'il y a 2 jours, aussi dans le cadre de la campagne électorale, pas plus au large des 24 000 les côtes de Lampedusa, donc absolument inutile. Donc il y a une vie dans la Méditerranée, reporter le sauvetage au cœur des engagements de l'Italie, je pense que de quelque façon permet un virage assez important par rapport à la politique menée jusqu'à là. Voilà, je voulais souligner uniquement que je suis absolument d'accord avec le programme énoncé. Il est impossible de le nier, des ambiguïtés sur ce qui est marqué entre ce qui est marqué sur le programme et ce qui est annoncé tous les jours par les leaders, parce que Pietro Grasso a, je le cite presque mot à mot, a dit « Je partage substantiellement la politique de Minniti ». Après, c'est ça. C'est même pour ça que j'ai des doutes sur Libre Ego, Liberi Uguali. Je pense que c'est une opération qui veut occuper un espace politique de gauche, mais qui a un personnel politique. Et évidemment, je ne fais pas référence à vous, qui a une histoire libérale, ou bien, et c'est le cas de Pietro Grasso lui-même, de centre-droite, parce que Pietro Grasso, c'est une personnalité absolument respectable pour son histoire de lutte à la mafia. Mais il a été longtemps magistrat. Oui, il a été longtemps magistrat. Alors, à ce sujet, je vais rebondir parce que je voulais précisément interroger Sarah là-dessus, sans parler forcément du parcours de Pietro Grasso lui-même, mais en tant que ancien président du Sénat, c'est un homme âgé de 73 ans, il est donc votre tête de liste. On se demande un petit peu si là, ça manque pas un petit peu de renouvellement du personnel politique, et si on attend aussi d'une nouvelle gauche, qu'elle soit aussi paritaire, ou en tout cas que la place des femmes qui en politique en Italie est assez réduite, que ce parti, ce nouveau parti mette en avant aussi des figures féminines. J'ai vu que pendant la campagne électorale qui a commencé, des affiches ont circulé où on ne voit que des hommes candidats. Je crois que ça a fait pas mal réagir. Alors, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Évidemment, vous n'êtes pas à l'image de la critique que je formule, mais est-ce que ce parti n'est pas en train de reproduire un schéma qui est quand même très présent dans le paysage politique italien, avec, tous les principaux partis politiques sont dirigés par des hommes, et les personnalités politiques les plus connues en Italie et les plus médiatiques sont des hommes?
Déjà, je vous cite une autre personne qui est autant médiatique et autant connue comme Laura Boldrini, qui est dans notre film. Ben, c'est une femme, quand même, on ne peut pas le nier. Et que je pense que c'est quand même un symbole d'un parcours aussi, des luttes constantes contre aussi cette déségalité entre hommes et femmes. C'est un pari, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire. Personnellement, je l'ai fait en invitant les journalistes aussi à regarder les parcours des femmes qui sont dans la condition, qui sont quand même au 40%. Je suis contraire au quota rosa, dans le sens, au quota rose, dans le sens de dire... Ah oui, parce qu'une loi a été votée, je précise juste pour ceux qui nous suivent, une loi a été votée à la fin de l'année, c'est d'ailleurs l'une des dernières lois qui a été votée, qui impose aux partis politiques de présenter des listes avec un minimum de 40% de candidates de femmes. Et c'est la première fois en Italie, en fait, qu'on a des quotas. Oui, tout à fait. Et je invite plutôt à regarder aussi les parcours de cette femme et comment ils se sont engagés sur certaines luttes spécifiques. Alors, dans mon cas, c'est plutôt la question de la migration, mais il y a d'autres thématiques. Je ne dis pas qu'on a atteint cet objectif d'égalité. Je pense que c'est un chemin à faire, une bataille à mener, mais que quand même, il y a aussi des figures qui émergent et que donc il faut aller voir les parcours de ces femmes qui sont candidates au sein des Liberi Uguali. Parce que, si je peux rajouter quelque chose, la loi était très mal faite. Et par exemple, beaucoup de partis, et le Parti démocrate est le majeur, mais pas le seul des exemples, a candidé la même femme, souvent très médiatique, dans plusieurs endroits à l'uninominal et au plurinominal, de façon qu'en étant élue dans plusieurs postes, elle devra renoncer et pour la loi de l'alternance, laisser toutes les places, moins une, à des hommes. Donc une loi qui se voulait égalitaire du point de vue du genre, à la fin ne l'est pas du tout, et va laisser invarier, voire augmenter l'inégalité entre hommes et femmes. On n'a pas encore vraiment parlé de ce séisme politique qui a été en Italie la création d'un mouvement de Beppe Grillo, qui est le mouvement 5 étoiles. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup suivi, par exemple, l'émergence de Podemos en Espagne et des mouvements de contestation à la crise qui sont déroulés depuis la gauche. Avec le mouvement 5 étoiles, c'est beaucoup plus compliqué. Et en même temps, du coup, j'avais une question à vous poser tous les deux, qui est finalement, vous, stratégiquement, est-ce que vous vous adressez aux déçus du Parti démocrate et aux déçus de la politique de Matteo Renzi, ou est-ce que vous visez aussi, finalement, cet électorat de gauche qui a été tenté par le mouvement 5 étoiles, parce qu'il y a aussi la promesse de faire autre chose, un autre type de formation que des partis traditionnels, etc. Est-ce que c'est ça aussi votre objectif, finalement, de devenir une sorte de mouvement 5 étoiles de gauche? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Non, alors l'expression mouvement 5 étoiles de gauche, non, parce que non, parce que justement les mouvements 5 étoiles qui a voulu s'afficher comme un projet anti-politique de quelque façon incarnent toutes les contradictions de la politique. Donc déjà, ça nous semble absolument pas cohérent dans ces parcours-là, très personnalisés sur des figures qui, voilà, ils ont vraiment capturé l'attention. Et aussi absolument pas démocrate à son intérieur dans la gestion aussi des différentes figures ou des différentes personnes qui vont être candidates, ou c'est disons démocrate parce qu'il y a un vote online mais qui finalement ne relève pas des décisions finales, et troisièmement parce qu'aujourd'hui je pense que l'élément clé c'est que le mouvement 5 étoiles a démontré clairement son visage de droite. Il était très ambigu au début, en jonglant justement dans cette flou entre la gauche et la droite, nous ne sommes ni de gauche ni de droite, ou à gauche et à droite à la fois. Chose qui, par exemple, existe, la contradiction des radicaux, un autre parti qui est présent avec Emma Bonino, mais eux se déclarent clairement sur les droits civiques et sociaux à gauche et sur la politique économique à droite. Donc, mais eux sont clairement, ils ont joué sur un flou qui aujourd'hui se dévoile. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui sont déjà sorties du parti des 5 étoiles et qui ont rejoint notre fil en réalisant qu'il n'y a pas forcément une gauche dans les mouvements 5 étoiles. Juste là-dessus, quand vous dites mouvement 5 étoiles a démontré qu'il était de droite, est-ce qu'il y a des textes emblématiques qu'ils ont votés et qui pour vous c'est des erreurs qui prouvent en tout cas qu'ils sont de droite sur les... Je reviens par exemple sur les sujets dont je m'occupe au quotidien, sur la question de la migration, quand ils relancent de façon assez convaincue le fait que les ONG qui sont présents en mer doivent être enquêtés comme à risque d'être des taxis de la mer, de quelque façon ça répond en logique
des criminalisations des ONG, de la criminalisation même de la solidarité. Donc effectivement, ça c'est un signal clairement à droite et une forme de populisme qui est aussi très proche d'une logique des droites. Et je pense qu'un exemple pour mieux comprendre quelle est leur façon de gérer aussi une gestion plus grande de celle qui est des petites mairies, c'est la gestion des Roms, qui est absolument catastrophique et qui relève toute une série d'erreurs et d'une logique d'exclusion qui est très à droite. Et en plus, parmi les choses qui démontrent et qui montrent le visage de droite du mouvement de 5 étoiles, est dès l'origine la rhétorique anti-syndicale et anti-travailleur qui a toujours caractérisé ce mouvement, qui dès l'origine s'est voulu le mouvement de la petite bourgeoisie effrayée par la crise et le mouvement de ceux qui ne voulaient plus de l'État et de la politique au sens large, qu'ils appellent la caste. Et tout de suite, ils sont appelés à la défense des petites entreprises et des petits entrepreneurs, beaucoup plus que des travailleurs. Mais est-ce que dans sa façon de faire de la démocratie directe, sa façon de faire voter les internautes pour notamment la composition des listes électorales et puis pour tout projet de loi qu'il va ensuite défendre au Parlement, est-ce que là il n'y a pas quelque chose dont vous pouvez ou pourriez vous inspirer? Alors, disons, sous la création des listes, il y a eu une première, avis donné par les internautes qui était absolument baillé, personne par personne, et analysé par les chefs du parti qui finalement a décidé. Donc, moi je l'appelle un semblant de démocratie, mais pas une réelle démocratie. Si on regarde aussi la choix des personnes ou comment on impose d'être fidèle au mouvement, ça nous fait comprendre que cette démocratie n'existe pas vraiment. Et il y a aussi une forme d'absence de politique dans tout ça. Je pense que c'est bien de renouveler les visages de la politique. Ça ne veut pas dire qu'on met au pouvoir des personnes qui n'ont aucune idée de la politique. Et donc ça, c'est une idée des changements, mais qui, je pense, ne fait pas du bien au pays, qui a beaucoup besoin de vraies politiques, vu la crise que l'Italie, mais comme d'autres pays européens, vit aujourd'hui. Oui, je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est un simulacre de démocratie, surtout parce que malgré ce qu'il met en avant, à la fin, il y a très peu de monde qui est autorisé à voter sur Internet. Je peux mettre au contraire en avant l'exemple de Potere al Popolo, qui a rédigé ses listes uniquement à travers des assemblées locales. Plus de 140 assemblées, donc tous les candidats sont issus des territoires. Tous les candidats, en plus, ils devaient avoir un passé politique dans la militance. Parce que, comme justement disait Sarah, renouveler la politique, ça ne veut pas dire que n'importe qui, et qui surtout n'avait jamais fait de la politique auparavant, peut s'improviser militant ou candidat. Donc, nous, on part de la démocratie directe, mais la vraie, on a convoqué ceux qui vraiment avaient envie de s'engager et qui l'ont fait physiquement. Et alors, du coup, en vous écoutant, on a envie de vous poser un peu la question des références aussi en Europe. Parce que finalement, on a le plus parlé ces dernières années d'expérience. Alors, il y a en France un débat assez fort sur la question du populisme de gauche, avec Laclao, Chantal Mouffe qui a théorisé ça. Ça a été repris un peu par Podemos en Espagne en partie. Jean-Luc Mélenchon aussi, avec les Insoumis, le revendique d'une certaine manière. Est-ce que vous, du coup, c'est des concepts qui vous intéressent? Et sinon, de quelle gauche vous vous sentez proche, en France, ailleurs, en Europe, au Royaume-Uni? Qui commence? Ok. Alors, évidemment, il y a trois expériences en Europe qui sont Podemos, la France Insoumise et Momentum de Jeremy Corbyn, oui, qu'on sent particulièrement proches de nous. Mais cela ne veut pas dire, comme souvent en Italie arrive à gauche, qu'on veut les imiter.
C'est-à-dire que nous, on admire bien comment ils ont réussi vraiment à recommencer à parler à un peuple vaste de gauche, comme ils ont réussi à s'emparer d'un espace et proposer des politiques radicales. Maintenant, cela dit, on n'ambitionne pas à être la copie italienne de Podemos, la copie italienne de la France Insoumise. Je précise juste, là, c'est des forces qui sont à 20% environ. Oui. Là, vous êtes à 0, vous commencez quoi? Oui. Non, mais je précise juste parce que là, on a Non, c'est clair. Mais même comme modèle, voilà. Oui. On n'ambitionne pas à être l'Italie insoumise, donc une copie automatique de ce qui fait Mélenchon, par exemple, parce que l'Italie a une histoire politique différente. Et il y a un système politique différent, donc les élections, banalement, on ne vote pas pour la même chose, en gros. Et voilà, avec la France insoumise, on est évidemment plus proche en ce qui concerne les projets sur l'Union européenne, parce que nous, on veut revoir l'Europe des traités, ce qui nous amène à un panorama fortement comparable avec le plan B de Jean-Luc Mélenchon. Je reprends l'idée de la complexité du panorama de la gauche italienne et aussi d'une forme de coalition qui a son intérieur différents âmes politiques. Du coup, c'est difficile de créer des traits, des lignes directes avec différents mouvements. Je pense que la reprise du slogan For the many, not for the few de Corbyn, ça évoque aussi cet élément de projeter par rapport à ces partis. Je crois aussi qu'il y a un enjeu aujourd'hui en Italie d'une campagne électorale très courte. Et donc, voilà, je pense que l'idée, c'est aussi un regard ensuite sur la structuration du parti, sur la création d'alliances plus précis et détaillées dans un cadre européen. Par contre, toujours, je reviens un peu à la dimension des Italiens de l'étranger, dont aussi beaucoup font de la politique active. Et mon idée, c'est vraiment de partir de ces expériences par ces bonnes pratiques qui peuvent être exportées. Je pense que justement, c'est ce bassin des Italiens de l'étranger qui peut aussi aider à la création des liens spécifiques parce que beaucoup d'Italiens de l'étranger sont engagés dans des partis en Europe, donc dans les pays où ils vivent et aussi en Italie. Donc voilà, je pense que c'est une construction qui doit être faite, tout en bien sûr en regardant un panorama européen parce que l'idée, c'est vraiment qu'un changement puisse partir de l'Europe. Bien sûr. Et sur la question des traités, parce que vous disiez, on avait repéré avec Amélie qu'il y avait Fassina dans... Stefano Fassina, c'est ça, Stefano Fassina, oui. Qui était quelqu'un du plan B de Mélenchon aussi. Donc on voit quand même que ça circule. Sur la question des traités européens, vous avez une position après, voilà, dans le sens, cet exercice de remettre différents gauches ensemble pour éviter aussi cet éparpillement qui caractérise l'Italie, que vous remarquez très bien en France, justement, ça aussi fait qu'il y a des positions aussi différentes sur certains sujets. Sur la question des traités, on est vers une révision des traités qui est fondamentale, mais aussi une révision de la politique économique de l'Union européenne pour sortir de l'austerity et de la fiscal compact qui impose et qui on a vu des effets tragiques, notamment en Grèce. Sur l'euro, par exemple, vous avez une position sur la monnaie unique? C'est de rester sur la monnaie unique, dans le sens l'idée, c'est vraiment, par exemple, si je réponds peut-être le peuple à son cœur à des mouvements anti-euro, et donc nous, la majorité, c'est des mouvements qui doivent revoir l'Europe, il faut repartir de l'Europe, mais justement, en restant dans l'euro, c'est un peu la ligne. D'accord. Okay. Alors, si je peux répondre... Oui, nous, c'est vrai, à l'intérieur de Potere al Popolo, il y a différentes sensibilités sur l'euro, mais on est d'accord sur un plan de révision des traités. Après, chacun a son panorama à l'esprit. Liberi uguali ont repris le slogan de Jeremy Corbyn, ce qui est assez ironique, étant donné que Liberi Uguali est animé par Massimo D'Alema et Pierluigi Bersani, qui sont les élèves et alliés politiques depuis toujours de Tony Blair, qui était
l'adversaire de Corbyn dans sa bataille. Du coup, c'est un pas en avant. Je pense que la contradiction voilà, du fait d'avoir des personnes qui ont fait l'histoire de la gauche, ça a tout sa contradiction. Je pense qu'il y a une volonté de changement et plutôt que l'exclure, je pense que c'est l'idée de pouvoir les faire ensemble. Par contre, moi, vraiment, ce qui est dommage, c'est que trop souvent, on pointe les doigts, ou même les journalistes, ils interrogent toujours Bassem D'Alema. Je pense qu'il y a tout aussi une autre panorama des personnes qui sont engagées dans les projets et qui ne portent pas forcément cette contradiction, simplement parce qu'ils n'ont pas ces expériences des 30 ans politiques. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. C'était très riche. On ne vous a pas encore mis d'accord sur tous les sujets. On ne va pas unifier les sujets. On va suivre ça pendant la campagne avec beaucoup de reportages qui sont prévus dans les semaines à venir et on débattra sans doute et on rediscutera des résultats des élections italiennes à Mediapart. Merci et à bientôt.